on a également, sur un sujet un peu corollaire, Michel Sapin qui nous a expliqué qu'on n'avait pas besoin d'exiger les arriérés d'impôts d'Apple qui fait de l'optimisation fiscale. Je dis optimisation pour être gentil. Mais Sapin, quel nom prédestiné. Ça sent pour le sapin. Bah, c'est assez simple en fait, si vous voulez, il couvre le système communautaire. Parce qu'on me dit, ah oui, vous savez, la commission a demandé des arriérés à Apple. Vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de vous faire avoir encore un coup. Les multinationales ont des représentants permanents à Bruxelles et dans certaines parts, par exemple les banques, elles s'auto-légifèrent en droit communautaire. Donc, le système est déjà tellement plus pourri que vous l'imaginez. Je vous renvoie à la grande dissimulation, mais c'est encore pire en vrai. Le bouquin qu'on avait fait traduire aux éditions de Toucan donc, est excellent et qu'il faut lire sur l'Union européenne, parce que là, il y aura des tas de gens, y compris dans le camp national, qui vont perdre leur crédibilité sur ce dossier et qu'ils doivent la perdre. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Et en réalité, pourquoi la Commission s'attaque à une entreprise comme Apple? Pour une raison, pour faire de la mousse. Parce que ça ne vous aura pas échappé que le président de la Commission européenne est un ancien tenancier de blanchisserie, M. Juncker. Monsieur Juncker. Et Jean-Claude de son petit nom, Hic de son surnom. Et si vous voulez, c'est un homme qui est si vous voulez, qui est un homme comme si vous voulez, c'est un homme qui a la soif de vivre. Or, le grand souci, c'est que le brave Jean-Claude, il faut se refaire une virginité, parce qu'en plus, la brave commissaire, là, on trouve qu'elle a une holding fiscale elle toute seule, oh là là, et puis Barroso, ça quand même. Et donc, on va taper sur une société qui négociera après, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi le fait-on? Parce que pour attaquer un État qu'est l'Irlande, qui par un système, pour attaquer l'Irlande, pourquoi? Pour que l'Union européenne prenne les systèmes fiscaux. Vous comprenez? Vous voyez, l'Irlande est un paradis fiscal. Je vais donc, moi luxembourgeois, faut pas manquer de souffle. L'Union européenne va devoir légiférer sur les modèles fiscaux. Et donc les multinationales vont pouvoir réécrire les codes fiscaux de 28 pays. Vous voyez le beans? Vous voyez dans quel piège grossier vous êtes en train de tomber? Surtout que pourquoi l'Irlande est devenue un paradis fiscal? Parce que je vous rappelle que les traités européens interdisent tout modèle de développement réel. Donc si vous ne devenez pas soit un paradis fiscal, soit si vous n'avez pas des légions et des cohortes d'esclaves, comme l'Allemagne s'est dotée d'1 million de migrants pour leur faire des mini-jobs, ou d'interlandiser les pays d'Europe de l'Est, eh bien vous êtes morts. La preuve, tous les autres pays, Pays-Bas compris, pays libéral pourtant, sont en train de boire la tasse à ce niveau-là. Donc vous êtes en train de tomber dans un piège grossier qui vous est tendu par un maître du monde luxembourgeois, tout ceci d'une petitesse, franchement. Donc voilà le piège grossier. Et donc, le brave monsieur Sapin, qui est d'ailleurs, lui, en train de faire tomber la France dans un double piège, c'est-à-dire, lui, il dit qu'il n'a pas besoin, parce qu'il veut être bien, qu'il est multinational. Je pense peut-être même à titre personnel, mais ça, il faudrait chercher 2-3 choses. Il y a peut-être 2-3 choses à trouver, d'ailleurs. Mais également parce que monsieur Valls veut donner une part de nos impôts aux régions pour finir de disloquer la France, et l'annonce qu'il a fait sur la dotation de la TVA aux régions, qui est vraiment un retour féodal, hein, très clairement. Et c'est-à-dire que, la gabegie va continuer, mais 2, elle va embellir. En réalité, Sapin veut justement garder une partie des systèmes de finance, de financement de l'État à l'interne. Alors vous me direz, Sapin est courageux, il s'oppose à l'Union, oui, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour la souveraineté, c'est parce que n'oubliez pas que le Parti socialiste tient les régions en France et qu'il vit sur la gabegie locale. Donc il a besoin d'avoir les mains tout près de la caisse. Hein, comme dirait Cambadélis, en effet. Hein, plus près de toi, Seigneur. Or, donc, vous voyez le piège grossier dans lequel vous êtes en train de tomber?
Et en réalité, Sapin veut bien partager le gâteau, vu qu'on le fait déjà. Je vous rappelle que l'Europe se paye sur votre TVA. Moi, quand j'achète un bouquin d'Éric Zemmour, je suis obligé de donner ma cotise à l'Union européenne. Vous trouvez ça normal? Bon, eh bien en réalité, Sapin il est d'accord pour faire ça, mais pas pour donner plus de la caisse, parce que le reste, vous voyez, quoi, le pot, la confiture, la main, quoi, la rencontre. Voilà. Trouveront ceux qui chercheront. Alors après Sapin, on descend un petit peu encore anthropologiquement avec Bruno Le Maire et les emplois rebonds. Il veut des mini-jobs à la française. Ah, Bruno Le Maire. Quand on lui parle de modèle social à la française, il rigole. Ah bah oui, mais... et moi, quand on me parle du génie politique de Bruno Le Maire, je me poile. Mais donc Bruno Le Maire, comment ne pas répéter tout le mal que j'en pense? Or, Bruno Le Maire, donc le sous-agent de la Reichschancelière, Gestapette, le brave Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, alors on va faire un point sur les mini-jobs. Les mini-jobs, il faut savoir que ce sont des métiers au sens du BIT, c'est-à-dire qui donnent 4 heures de travail par semaine. Donc vous n'êtes pas chômeur, vous êtes travailleur. Et ils ne donnent droit à, pour plus de la moitié d'entre eux, d'après les chiffres des instituts de statistiques allemands eux-mêmes, ils ne donnent le droit à aucune cotisation. Donc, dans un pays qui vieillit à un rythme exponentiel, comme l'Allemagne, ça va être vachement cool, les retraités des mini-jobs dans 10 ans. Vachement cool. Bon. Donc, et bien sûr, monsieur le maire imagine que ça va marcher, ça n'a pas marché ailleurs, pourquoi ça marcherait ici? C'est pas grave, hein. Le mur est solide, je renvoie un coup de boule dedans pour voir ce que ça fait. Or, ça prouve une chose. Aussi intelligent que monsieur le maire s'imagine être, c'est qu'il a l'imagination économique d'un bulot. Donc, il est peut-être temps de revenir à un peu d'économie politique et de se rappeler qu'un système institutionnel, c'est comme un système biologique. C'est un système qui est régi par les lois de la greffe et du rejet. Et si vous essayez de greffer déjà des choses qui n'ont pas marché ailleurs, il est de grandes chances qu'elles soient rejetées. Également Marisol Touraine qui nous a annoncé qu'en donc on reste dans les intellectuels. Là. Le trou de la Sécu aura disparu en 2017. Après 17 milliards, il devrait attendre 400 millions, donc une sacrée baisse en 2017. Oui, à force de faire baisser les remboursements, etc. Le seul problème, c'est que le trou de la Sécu a toujours été un mythe. Ça a toujours été un mythe. Alors, vous me direz, la question intéressante, comment réformer notre système de santé? Il y a 3 axes. Il y a premièrement un axe médical pur, c'est-à-dire de remettre la relation médecin-patient au centre du système. C'est-à-dire de faire l'inverse de ce que les socialistes ont fait. Parce que les socialistes nous ont fait ce sublime numerus clausus des facs de médecine, qui fait que la France, et même Paris maintenant, comporte beaucoup de déserts médicaux. Or, pourquoi? Parce que les socialistes ont fait une équation qui frise le génie et qui défriserait Michel Sapin. Or, médecin égale cotisation, et médecin égale dépense sociale égale déficit. Donc moins de médecins, moins de cotisation, moins de dépenses sociales. Système de trisomique. Au sens évidemment imagé du terme, absolument rien contre les pauvres gens qui sont atteints et qui d'ailleurs ont des surcapacités dans certains domaines sont absolument intéressantes. Mais Neuneland fait de la politique, donc on va frapper les toubibs. Résultat, déserts médicaux, on fait venir des Roumains qui n'ont jamais vu un patient pour la plupart d'entre eux, et aujourd'hui nous avons l'association représentative, enfin le Conseil de l'ordre, enfin l'équivalent du Conseil de l'ordre pour les dentistes qui demandent que ces médecins roumains soient inspectés parce qu'ils, n'ayant jamais vu de patient, avec une roulette, ça peut faire un peu de dégâts. Bon, voilà. Donc, en réalité, comment refaire notre système de santé? Premièrement, déjà, est-ce que tout le monde y paye le juste prix? Or, les cotisations patronales ont plusieurs années de retard de versement. Donc, il va falloir faire une sorte de nouveau code fiscal un peu à la Poutine, c'est-à-dire que vous leur donnez des taux d'imposition bas, mais en échange, vous réglez tout. On oublie les arriérés, mais maintenant, vous allez tout régler. Sinon, on vous brisera les reins. Vous allez rapatrier ce que vous allez à l'étranger.
Sinon, on vous brisera les reins et on vous attaquera à titre personnel sur vos possessions. On va réouvrir les privatisations des années 80. Il y a un très bon bouquin un peu ancien de Jean Roux, ancien commissaire aux comptes, qui a évalué que les privatisations des années 80 ont été faites à 50% de la valeur des biens. Donc le peuple français a été lésé à chaque privatisation de la moitié du prix du bien. Or, je vous rappelle qu'une vieille maxime d'histoire du droit dit « Qui mange loi du roi, 100 ans après en rend les plumes ». Donc nous sommes tout à fait en droit. Parce que quand vous volez l'État, ce livre appartient à l'État, je le vole, il ne sera jamais à moi. Je vous le vole à vous, dans 1 an et 1 jour, il est à moi. C'est ce qu'on appelle usucapé en droit, c'est-à-dire transfert progressif de propriété. On n'usucape pas sur bien d'État. Donc on pourrait réouvrir tout ça. Il y aurait des gens que ça emmerderait. Monsieur Borloo, Monsieur Tapie, quelques autres. Enfin oui, c'est vrai que Borloo, dans l'état dans lequel il est, ça soufflera pas le cierge. Or, et ça fanera pas les chrysanthèmes. Or, etc., etc. Donc maintenant, on va faire... le patronat français doit être mis face à ses responsabilités. Et il le sera, croyez-moi. Parce qu'il est l'un des principaux responsables de notre situation. Ensuite, tout peut se négocier. L'IS, les oublis, disons que voilà, l'État va détourner les yeux sur certaines choses, et en échange, déjà ça. Ensuite, il y a différentes mesures techniques, passer de 3 à 5 jours pour le remboursement d'arrêt, etc. Il y a des tas de choses à faire, mais surtout de remettre la relation médecin-patient, parce que la relation médecin-patient, elle est beaucoup moins coûteuse que de faire donner ça à des technocrates dont ce n'est pas le métier. Je n'ai rien contre la technocratie, moi je ne fais pas de poujadisme neuneux, mais un techno, ça sert à faire des actes techniques. Ça ne sert pas à dire à des médecins ce qu'ils doivent faire. Ils font 8 ans d'études pour ça. Donc merde. Et là, vous pouvez avoir les époux de l'épine ont de très bonnes idées là-dessus. Donc, si vous voulez, mettons les professionnels de santé et évitons les intermédiaires douteux, comme d'ailleurs certains laboratoires pharmaceutiques, et là nous arriverons peut-être à quelque chose. Ça évitera les annonces délirantes de Madame Touraine, qui a été, Nicole de Lépine l'a expliqué en long, large et en travers, je ne peux que renvoyer à sa vidéo, qui est l'un des fossoyeurs de notre système de santé. On vous demande également ce que vous pensez de la fuite des cerveaux dans le domaine de la recherche française. Bah, c'est très simple, c'est très simple. On ne donne pas en sciences humaines. En sciences humaines, là il y a les moyens de bosser. Ce qui compte, il y a les moyens de bosser. On a les labos, etc. Mais les jeunes en sciences humaines ne sont pas assez payés. Il est anormal qu'un doctorant débute à 1 500 €. 1 500 €, c'est le salaire médian. Il y a des tas de travailleurs qui l'ont. C'est d'ailleurs extrêmement bas par rapport à la pénibilité des travaux. Mais au bout d'un bac plus 8, il est normal d'avoir un petit salaire de départ, quoi. C'est des gens qui vont cotiser jusqu'à un certain temps. Vous me direz, c'est des travaux beaucoup moins pénibles que d'autres. D'un certain côté, ça dépend. Vous devez faire des terrains en anthropologie. Ça veut dire que 6 mois par an, vous êtes dans des contrées un peu inhospitalières. Diphtérie, dysenterie, enfin, vous allez vous abîmer un petit peu. Ceux qu'on appelle les grands Africains, c'est-à-dire les mecs qui ont passé la moitié de leur vie en Afrique, ils reviennent à quelques pathologies. Moi qui connais bien l'Asie, certains voyages peuvent mal se passer. J'ai vu quelques cas. Donc, mais par contre, le vrai problème, il est en sciences dures. En sciences dures, le budget de la recherche en sciences dures est ridicule en France. En tout, on devrait arriver à 5% du PIB recherche de couper en deux. 2,5% à 3% en recherche civile et le reste en recherche militaire. C'est entièrement tenable. Si on paye les banlieues comme on les paye, si on paye la dette comme on la paye, mais là par contre ça veut dire un levier de financement. Donc ça veut dire un nouveau système de développement, des frontières, etc. Ça veut dire un plan pour savoir ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas. Ça veut dire de faire de l'économie politique. Ça veut dire de reprendre la main sur la banque centrale. Et donc d'avoir sa monnaie à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire pas avoir juqué. Exact. Ce qui veut dire au passage que tout est lié. Non, alors les mecs qui viennent, ah oui, mais machin, on ne peut pas faire que de la macroéconomie, les boîtes, elles ont besoin, les entrepreneurs, il faut leur dire qu'il n'y aura plus d'impôts. Arrêtez de leur parler de l'euro. Mais oui, mon grand, mais oui, vas-y, essaye de leur vendre de l'huile. Tu ne seras pas le seul à essayer de leur vendre.
Or, les entrepreneurs, qui c'est vrai, sont une richesse pour le pays, c'est évident. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on leur ment. Et aussi qu'on leur survend un rôle social dont ils ne veulent pas et qu'ils ne sont pas capables d'avoir. Je vais vous donner un exemple. Reprenez l'ouvrage De Gaulle avait raison, de Gérard Bardy. Très bel ouvrage pour savoir ce qu'a réellement dit le général à certains moments. Vous savez qu'il y a un homme qui ne raisonne... Il n'y a pas plus contraire à la pensée du général que la France est une entreprise. De Gaulle ne méprise pas les entrepreneurs, il veut dire, voilà, eux, leur but, c'est de faire du profit. Et dans leur profit, parce que c'est pour ça qu'ils créent des entreprises. La plupart, ils créent des entreprises pour faire du fric. Leur rôle social est une incidente de ça. C'est-à-dire que parce qu'ils veulent faire de l'argent, ils ont une idée, de cette idée, ils font une institution, et donc ils créent un rôle social parce qu'ils prennent des salariés. C'est les salariés qui font le rôle social de l'entreprise. Voilà. Et donc, il ne faut pas leur donner un rôle social. Voilà, ça, c'est du niveau de pensée J.R. Ewing Dallas. Donc, c'est normal que ce soit le niveau de pensée de Bruno Le Maire. Mais essayons d'être un peu au-dessus de ça. Hein, ça nous évitera de patauger dans la fange. Or, il faut rendre aux entrepreneurs tout leur rôle et les capacités de le faire, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est un carnet de commandes. Et ils savent bien que tous ceux qui leur ont promis des coupes fiscales sèches les ont baisés. Sarkozy, c'est, je crois, 200 taxes en plus. Alors que qu'est-ce qu'il ne nous avait pas dit? Et là, le pire, c'est que les boîtes, on va être très clair, moi je fais une promesse aux entrepreneurs qui vont regarder ça. Vous pouvez ne pas supporter ce que je dis, mais voilà comment ça va se passer. Si Juppé et le gouvernement central liquident de 500 000 les emplois publics, eh bien le pays va plonger, vos carnets de commandes vont plonger, et vous allez retrouver vos salariés à Pôle emploi. Rendez-vous pris. Rendez-vous pris. Car face à une crise économique, quand vous êtes en compression, le seul moyen de vous en sortir, c'est ça. C'est donc l'expansion. Et on ne fait pas de l'expansion en foutant des gens au chaume-du, en détruisant et en rabotant le dernier investisseur d'une économie quand il y a une crise, qu'est l'État. Parce que quand il y a une crise, et ça, tous les entrepreneurs, parce que moi les entrepreneurs, je les fréquente assez. Moi, des self-made man, j'en ai jusque dans ma propre famille, des mecs qui, eux, ont réellement monté des boîtes, sauvé des emplois. Je n'aurai pas de nom pour pas qu'ils en emmerdent, mais... Donc je sais exactement comment ça bosse une entreprise. Moi, j'y ai bossé pas mal en entreprise. Merci. Et il ne faut pas demander à l'entreprise un rôle social qu'elle ne peut pas avoir. Et par contre, il faut lui laisser les moyens, mais pour ça, il ne faut pas leur mentir. Il faut leur dire, voilà, on va passer par une phase de turbulence pour remettre le système d'équerre, et donc vous allez... Et au fur et à mesure que le système va être de plus en plus d'équerre, vos carnets de commandes seront pleins. Ça mettra 6 mois, 1 an, 2 ans. Sinon, c'est je vous rase gratis, et à la fin, bah ouais, je vais vous raser gratis. Ça, c'est clair. C'est ce que Sarkozy a fait. C'est ce qu'une partie de la droite poujadiste s'apprête à faire. C'est ce que certains, dans certains camps nationaux, aimeraient faire. Au passage, quand on fait des promesses aussi débiles que ça, il faut les faire tout de suite. Il faut les faire dès l'entrée en pouvoir. C'est-à-dire, tu arrives, tu coupes les dépenses, l'État plonge, les recettes fiscales plongent, tu plonges, mais tu as tenu parole. Et résultat, ça ne va pas créer un emploi, parce que la plupart, comme ils voient que ça va plonger, les économies fiscales qu'ils vont faire, ils vont se les foutre à l'as. Parce que toi, tu leur promets de couper les impôts, toi tu le fais, eux, leur promesse de créer des emplois, elle est totalement virtuelle. Et dans le cas de Gattaz, elle est entièrement virtuelle, autant que l'esprit d'initiative de Gattaz lui-même. Tout ça, c'est dans la virtualité. Alors, on a appris également que la France renonçait définitivement au fusil FAMAS pour se fournir via l'Allemagne avec un nouveau fusil d'assaut. Justement, ça c'est un acte de haute trahison. Il va falloir à un moment lister tous les hommes de la Direction Générale de l'Armement. Parce qu'à un moment, maintenant, il faut donner les noms. Voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça doit se faire. Faut prendre tous les hommes de la DGA qui ont pris cette décision, ils en rendront compte. C'est un acte de trahison. Jean-Yves Le Drian a expliqué que c'était parce que la France n'était plus capable de produire le fusil en question. Ah, d'accord, ok. Alors déjà premièrement, un fusil d'assaut est tout sauf quelque chose de nouvelle technologie. Tout sauf ça. Donc, premièrement, on pouvait garder les stocks actuels et lancer, d'ailleurs, c'est pas du tout l'avis de Manurin. Hein. Le porte-parole de Manurin, lui, a dit le contraire. Nous sommes tout à fait capables de faire des fusils d'assaut. Nous en sommes tout à fait capables, on ne veut pas le faire. Et là, c'est un acte de trahison d'autant plus que nous n'achetons pas chez un de nos concurrents, nous achetons chez un de nos ennemis potentiels.
car l'Allemagne est une menace, comme les autres, contre nous. Après, on va les acheter chez qui? L'Arabie Saoudite, tant qu'on y est. Moi, et le pire, c'est qu'il va falloir réentraîner nos hommes. C'est pour ça que moi, devant cette horreur, un, qui doit être immédiatement arrêtée, mais deux, si elle n'est pas arrêtée, alors il va falloir demander à la Russie des conteneurs entiers de Kalachnikov pour que nos hommes soient entraînés à différentes positions de tir, parce que un fusil d'assaut, c'est aussi des positions de tir. Or, le temps que nous recréons quelque chose, je préfère demander des armes russes. J'ai plus confiance. Des armes russes ou des armes suisses. Les Suisses, ils en font des fusils d'assaut. Bon, bah très bien. Si on ne veut pas parler à Poutine, les Suisses, très bons en plus, ils sont très très bons en armement. Parce que les risques de confrontation à terme entre la France et la Suisse sont zéro, avec d'autres moins sûrs. Parce que je rappelle quand même que c'est un pays qui nous livre une guerre économique à mort pour avoir la peau de notre population. À un moment, il faut se parler franchement. Alors vous me direz, vu la nouvelle population qu'ils sont en train d'avoir, c'est-à-dire qu'on va avoir les habitués des chaudes nuits de Cologne qui vont changer les couches des autres, bon, certes, ça amoindrit la menace militaire, j'entends bien, mais bon, on ne sait jamais. Alors pendant qu'on délocalise la production de nos fusils mitrailleurs, on a en même temps le plan Sentinelle qui mobilise nos forces armées, qui sont obligés de patrouiller un peu partout dans la ville, et il y a un espèce de mécontentement général parmi les militaires qui commence à... L'armée, ce ne sont pas des vigiles. Desportes l'avait très bien dit, l'armée, ce n'est pas des vigiles. Donc, il va falloir, à un moment, d'ailleurs, il faut ouvrir les débats, 1, de l'armement des populations, 2, d'avoir des vigiles armés. D'avoir des vigiles armés. Voilà, c'est tout, point. D'avoir des vigiles armés, au Bataclan, ça aurait peut-être fait la différence. Et donc, chaque institution se paye, chaque lieu de culte se paye son vigile. Voilà, on peut faire un fonds assurantiel pour ça. On peut faire un fonds assurantiel. Mais c'est pas l'armée de le faire. L'armée, elle en a un peu marre d'être pris pour des humanitaires ou des vigiles. Leur métier, c'est de faire la guerre. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est un des métiers les plus difficiles au monde, et c'est un métier extrêmement technique. En plus, quand on voit la solde des soldats qui devraient... Je suis désolé, quand Poutine a remis d'équerre l'armée russe, il a commencé par doubler les soldes. Par la doubler ou la tripler, je ne me rappelle pas. Il a fait 2 réformes militaires coup sur coup, dont la dernière a été révisée par Shoigu. Il va falloir augmenter drastiquement le traitement de nos hommes. Il est anormal, vu ce qu'ils risquent, et qu'on les utilise à ça, que les autres se payent des vigiles armés. Ou alors qu'ils demandent une délégation de port d'armes légales pour certains des membres, par exemple dans les communautés religieuses de leur... voilà, et qui est habilité à porter une arme, parce que c'est un ancien policier, un ancien machin, etc. Point. Et il porte une arme, il en porte la responsabilité. Point. Une arme, c'est une responsabilité, et un peuple armé est un peuple responsable. Ça, je le pense sincèrement. La dernière question pour la politique intérieure. On avait commencé avec Zemmour, qui nous rappelle souvent que l'histoire est tragique. On a Anne Hidalgo qui veut faire une zone naturiste en plein Paris. Ça va être sympa avec les barbus, tiens. Voilà, je pense que l'histoire est non, mais si vous voulez, là, ça veut dire, c'est vraiment... Alors, c'est la surcompensation sexuelle d'un impolitisme. C'est-à-dire que là, on est dans l'impolitique. C'est-à-dire que des gens veulent se montrer dans le plus simple appareil et veulent emmerder tout le monde avec ça. Ils ont suffisamment de zones en dehors des villes pour pouvoir le faire. Hein, ils peuvent aller gambader dans la pampa si ça leur sied. Et le grand problème, c'est... on va être très clair, vous n'aurez pas ça et le multiculturalisme. Dans un respect de nos traditions, vous pouvez avoir une exposition du corps. Parce que moi je suis tout sauf un père la morale. Vous avez déjà vu le statuaire grec? Vous voyez à peu près ce que c'est? Bon, bien. Mais par contre, de voir des corps plus ou moins flasques en plein Paris s'exhiber devant la diversité qui va leur rappeler les chances qu'elle porte en elle, hein, les fameuses chances pour la France. Voilà, Anne Hidalgo, notre drame de Paris,
Et enfin, voilà, on est dans l'impolitisme, c'est-à-dire que, à défaut de faire un véritable corps social compact, chaud, qui a le sens de la fête, c'est pas pour rien qu'au Moyen-Âge, on avait un... Premièrement, au Moyen-Âge, il faut savoir qu'un tiers de l'année était chômé, j'avais d'une, et qu'on avait énormément de fêtes. Pourquoi? Parce que c'était la vraie fête, c'est-à-dire que le corps social, anthropologiquement, se retrouve, inverse ses propres signifiants et signifiés, pour repartir du bon pied. Se lâcher un coup, mais tout est symbolique, tout est anthropologique, tout est cadré. C'est une vraie utilité sociale, la fête. Là, on fait des fêtes tristes. Le festivisme. Voilà, c'est pas le festivisme, c'est l'antithèse de ça. Or, aujourd'hui, on fait du festivisme. On fait de la fête froide, on fait du bal des vampires, parce que fondamentalement, c'est le bal des vampires. Donc, quid, alors la Gay Pride, la techno-parade, la fête de la musique, maintenant... le string, demain les contenteurs du culte de l'oignon, tout ce que vous voulez. Or, le pire c'est que c'est vrai. Le pire c'est que c'est vrai. Or, objectivement, ça ne fait qu'illustrer la société de la solitude et de la haine. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Tant que vous direz pas aux gens, voilà pourquoi vous êtes ensemble. Voilà pourquoi l'histoire a fait de vous des frères. Et voilà quel futur possible peut être le vôtre. Une collection de moi dépressifs ne fera jamais une société. Quand le moi est affaibli, le nous doit répondre. Or, le nous a été détruit. Et c'est pas comme ça qu'on le ressuscitera. Alors, on passe à la politique étrangère. On vous demande votre avis sur le mouvement 5 étoiles dans la tourmente à Rome. Les partis mainstream pointent du doigt les échecs du populisme, parce que la maire de Rome, du coup, refuse de soutenir la candidature. Premièrement, elle a, à mon avis, raison. Pourquoi? Parce que les JO sont une catastrophe généralement pour le pays sur lequel ils s'abattent. Vous me direz, la France peut peut-être concourir. Nous avons déjà pas mal des infrastructures qui sont déjà prêtes. Je ne connais pas suffisamment l'architecture sportive de la ville de Rome pour émettre un avis légitime là-dessus. Toutefois, ça nous renseigne sur une chose. Il faut que nos équipes soient surblindées. Parce qu'ils nous attendront au tournant. Et ensuite, ils nous mettront sur le dos. Par exemple, je peux vous assurer qu'un gouvernement d'union nationale patriotique arrivera en France. Au bout de 6 mois, il nous reprocherait l'immigration. Alors que c'est eux qui les ont fait venir. Parce que ces gens-là, je ne sais pas, ou alors on parie sur le sens de l'honneur et la colonne vertébrale de Jean-Pierre Raffarin. Pardonnez-moi de ne pas vouloir jouer mes parties vitales et reproductives là-dessus. Or, voilà, donc si vous voulez, je n'ai rien contre les bossus, entendons-nous bien. Mais j'aime bien les bossus dont ils portent bonheur de toucher la bosse, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Donc, non mais, voilà, il faut que nos équipes soient sur béton et surtout, il faut avoir prévu le dispositif institutionnel. Je vais vous donner un exemple. La maire de Rome, elle essaye de faire tout ce qu'elle peut, elle essaye de le faire bien. Le problème du parti 5 étoiles, c'est que c'est un parti qui est en cours de professionnalisation. La seule chose, c'est qu'il a une partie très européiste faite de saltimbanques, qui ne méritent pas de mieux d'être traités de saltimbanques, c'est ceux qui sont au Parlement européen d'ailleurs, qui tranchent avec le sérieux des mecs comme ceux de la Lega. Les hommes de Salvini, on peut ne pas aimer Salvini, bientôt ça va devenir d'ailleurs la Lega toute seule, et non la Ligue du Nord, parce que, ils veulent être un véritable parti national, et pas un parti qui voulait la mort de l'Italie, ce qui était le cas de la Ligue du Nord historique. Mais Salvini a vraiment des hommes professionnels. Bon, alors il y a quelques vestiges, comme un ou deux de son entourage, et même s'il a perdu l'un de ses meilleurs hommes, qui est mort d'un accident de voiture récemment, Buonanno, ça tranche avec les mecs de 5 étoiles qui, eux, ont un certain amateurisme, mais qui sont en cours de professionnalisation et dans lesquels j'ai bon espoir. La seule chose, c'est que le système ne nous fera aucun cadeau. Donc il va falloir mettre les procédures institutionnelles en place tout de suite. Les réformes constitutionnelles, les changements, des audits. C'est pour ça qu'il faut commencer par des audits. C'est-à-dire, on va arriver et on va par exemple auditer la magistrature française. Sinon, elle nous chiera dans les bottes. Maintenant, on va tout mettre sur la plat. Pourquoi tel... Alors là, je folâtre dans mes pastels. Pourquoi tel
ancien proc est appelé par son prénom par l'ensemble des boîtes à partouze au sud de la Loire, par exemple. Eric. Mais je dis Eric, je pourrais dire autre chose, mais etc. Par exemple, et là on va laver tout le linge sale en public. Les audits doivent être rendus publics juste avant l'été. On va arriver quand même au mois de mai, au mois de juin, le temps de le faire, au début d'été ou en septembre. Vous dites, mais pourquoi l'été? Parce qu'ils vont continuer à nous frapper l'été. Il ne faut pas qu'on prenne nos vacances parlementaires, il ne faut pas être assez fou. Et il faut d'ailleurs que, sauf ce qui change, aucune loi ne doit être passée l'été qui change les conditions de vie des Français. Mais les grosses conditions institutionnelles, la remise à plat du Quai d'Orsay, etc., là on doit... on n'aura pas de vacances, voilà, réformer la France, ça va être... On va vivre à la Michel Debré. Hein. Michel Debré dormait dans son bureau. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, il dormait dans son bureau. Une machine de travail comme... il en serait devenu dingue. Hein. S'il avait... mais bon, voilà, il nous faut des hommes de ce type-là. Ils n'ont pas besoin d'être nombreux. De vrais pros, ils n'ont pas besoin d'être nombreux. Pas besoin. Il faut juste être d'équerre. Et l'exemple de 5 étoiles ne peut que nous affirmer la prudence, ça veut dire que comme nous n'aurons pas une partie des hauts fonctionnaires, et comme nous ne devons pas, comme je l'ai trop entendu, dire « ils nous rejoindront pour la gamelle », non. En 58, ils ont tenté de trahir, et vous croyez que des gens qui ont tenté de trahir De Gaulle vont se priver avec nous? Vous vous prenez pour qui? Non. Il va falloir former des hommes, repérer des hommes, tout ce travail-là est à faire. C'est la grande leçon de 5 étoiles. Alors on va en Allemagne, je vous rassure, on ne va pas y rester longtemps. Angela Merkel a pris une claque dans sa circonscription d'origine, avec 19% des voix pour son parti, le CDU, donc battu par le SPD et par l'extrême droite. Et on vous demande est-ce que Merkel paye sa politique d'ouverture aux migrants? Nécessairement, dans le cas de l'Alternative für Deutschland. Le problème, et alors tous ceux qui adorent l'Alternative für Deutschland devraient savoir que l'Alternative für Deutschland est un parti francophobe, textuellement. Vu que pour eux, si vous voulez, ce sont des gens qui assument l'impérialisme germanique. Donc l'idée, par haine des migrants, de s'acoquiner avec ces gens-là me révulse au dernier degré. Ensuite, est-ce que Merkel paye? Oui, elle paye à la fois l'usure du pouvoir, elle paye les migrants, et elle paye aussi un autre fait, qui est d'avoir 12 à 15 millions de pauvres sur son territoire. Voilà. Ensuite, vous me direz, sur la simple haine des migrants, Alternative für Deutschland a explosé. Il faut dire 1 million en un coup. Et attendez, vous allez voir ce qui va arriver, parce qu'elle va en remettre une couche. 1 million en un coup, ça fait beaucoup. Et puis surtout... là, j'ai eu des chiffres des arrestations, particulièrement des arrestations des Algériens sur sol allemand, ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. Pour toute catégorie confondue, à l'exception des attaques sur enfants, où là, les Pakistanais sont, a priori, les plus doués. Donc voilà, ça fait un peu peur. Je le reconnais. Et ça, je peux tout à fait comprendre que... Voilà, je peux tout à fait comprendre que ça ait motivé la population. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose. Quand les Boches se mettent à haïr, ils ne sont pas économes de leur haine. Jamais. Ils sont même dispendieux. Donc, méfions-nous. On demande également de faire un point sur la situation en Syrie, après les frappes américaines. Alors, si vous voulez, là, il y a un aspect extraordinairement grave. Nous vivons une période d'ensauvagement, où tous les codes diplomatiques, il faut savoir une chose, là où on met des barrières, c'est qu'on sauve une civilisation. Il ne faut jamais l'oublier. La civilisation, comme disait l'écrivain Christian Combaz, c'est des citadelles qui résistent. Et comme disait Alain Finkielkraut, tu as raison, une civilisation, c'est des hommes qui s'empêchent. La barbarie, c'est des hommes qui se lâchent. Or, nous sommes en train de détruire tous nos codes diplomatiques. Nous organisons des réunions à l'ONU, nous les désertons, les réunions qu'on a organisées nous-mêmes, nous les désertons quand l'ambassadeur syrien vient y parler. Nous faisons des erreurs de tir pendant plus d'une heure qui avantagent le front al-Nusra.
Front al-Nosra, qui reconnaît maintenant devant la presse qu'il est une branche d'Al-Qaïda. Merci de nous dire ce que nous savons déjà. Alors maintenant, ils se foutent de notre gueule en plus. Ils font du bon boulot. Non, mais ils font du bon boulot, disait l'ancien vampire du Quai d'Orsay. Hein, mais voilà le problème. Oui, il a toujours un rapport au sang un peu particulier, Fabius. Le CF a un procès qui a eu lieu il y a quelques années. Mais voilà où on en est. C'est-à-dire que l'Occident détruit tous les codes diplomatiques. Quand un plénipotentiaire d'un gouvernement qui reste le gouvernement légitime reconnu par la majorité des États de l'ONU, qui est le gouvernement de Bachar el-Assad, entre dans une pièce, on a l'obligeance de ne pas se lever de manière ostensible pour lui cracher à la gueule. En plus, ça veut dire que nous continuons. Bien sûr qu'on va aider. Daesh est devenu un témoin gênant. Et il sera traité comme tel, en Irak, comme en Syrie, comme en Libye. Et donc nous allons faire le choix d'Al-Qaïda, donc du Front al-Nosra, vous pouvez les appeler l'armée unie ou je sais pas quoi en Libye, toutes ces conneries, c'est le même visage, ce sont les frères musulmans. Les daéchistes se voient trop, l'influence du Golfe se voit trop, c'est aussi pour ça qu'on tape sur l'Arabie Saoudite. À raison, pas assez d'ailleurs, mais à raison. Mais par contre, on tend la main aux frères musulmans pour l'islamisation rampante dans les pays occidentaux. C'est pour ça que, à défaut du Bataclan, on aura Tarek Obrou, mais aussi à l'échelle internationale. Et ça, Hillary Clinton terminera ce qu'elle a déjà commencé à faire. N'oubliez pas que Mohamed Morsi était sa créature. Et j'espère, d'ailleurs, je ne sais pas si le maréchal Sissi a envoyé cet homme se faire pendre, mais j'espère que ce sera fait avant l'élection de novembre. Ils sont capables de venir le chercher en plus. Et là, si l'Égypte tombe, c'est simple. L'Égypte, le Tchad et l'Algérie tombent, toute l'Afrique du Nord est perdue. Il ne manquera plus qu'à foutre en l'air définitivement l'Afrique des Grands Lacs, et résultat, toute l'Afrique, et toute l'Afrique, c'est, il ne faut jamais oublier, hein, l'Afrique du Nord, c'est toute l'Europe occidentale. L'Afrique, c'est l'Europe plus l'Amérique plus l'Asie, je crois. Donc c'est... Vous imaginez une zone entière comme ça, réduite au banc et au néant? C'est tout à fait possible. L'Occident aura eu ce qu'il est venu chercher. Là, pour le coup, que quelqu'un nous arrête. Et le pire, c'est que le département d'État américain dit à la Russie, vous savez, vous pourriez connaître des attentats sur votre sol. Tiens, vos amis vous ont parlé de quelque chose? Et bien sûr, Jean-Marc Ayrault, Simplet, il fallait, s'il y avait Simplet, il y aura son orchestre. Or, voilà, Jean-Marc Ayrault, surcapacité intellectuelle à la mairie de Nantes, je le rappelle, Jean-Marc Ayrault, en balance une, il reprend le communiqué. La Russie finira par être déstabilisée. Tu sais plaît déstabilisation, toi? Tu sais plaît déstabilisation, toi? Tu veux qu'on rappelle pour quel lien charnel Hollande veut de toi à tout prix dans son premier cercle? Parce que vous avez pas partagé qu'un café, historiquement parlant. Ok? Et toi, ignoble petite chose, tu te permets de menacer un État souverain? Alors ça va être quoi? Le réveil de la question tchétchène? La poudrière islamique du Daghestan? Le Tatarstan? Ce sera quoi? Donc vos amis vous ont mis au courant de quelque chose? Ou vous en êtes à ce degré de manque de respect que vous faites en plus des paroles en l'air? Donc en plus, alors soit, au pire, vous êtes complot contre la paix, au mieux, vous êtes des bluffeurs de merde. C'est ça l'Occident aujourd'hui? Des tarés qui répondent à des mythos. Il est grand temps de fermer boutique, Il est grand temps de fermer boutique, quoi. En plus, on n'a plus que Laurent Wauquiez, Jean-Marc Ayrault à vendre. On ne peut pas mettre ça au tri sélectif. Non, la Syrie, c'est... L'Occident n'a pas d'autre choix pour se sortir de la manière la moins déshonorante possible, parce qu'il s'est déjà déshonoré. La seule chose que l'Occident a à faire, c'est de retourner ses armes contre ses anciens lieutenants. Nous le paierons d'attentats sur notre sol, mais il y aura des attentats sur notre sol de toute façon. De retourner nos armes contre les hommes que nous avons envoyés là-bas et de regarder nos pompes pendant quelques années vis-à-vis du peuple syrien. Et d'offrir toute l'aide logistique, et d'offrir, j'ai bien dit d'offrir toute l'aide logistique à la reconstruction, parce que c'est quand même nous qui avons cassé les trucs. Ça ne suffira pas. Mais bon, en quelques années,
Quand on voit ce que la Russie a fait comme redressement diplomatique, en une dizaine d'années, on peut espérer reprendre pied là-bas, parce que le pire, c'est qu'il y a encore des gens qui nous aiment en Syrie. Ils ont bon cœur. Ils ont bon cœur. Mon Dieu. Par contre, les hommes qui ont fait ça, à un moment, à un autre, devront payer pour leurs actes. Nous n'aurons plus de rapports normaux avec ces peuples à défaut. Mais bon, quand on voit qu'il reste encore des Serbes qui aiment la France à en pleurer après ce qu'on leur a fait, il restera encore des francophiles à Damas. Faut que la France manque au monde. Faut que la France éternelle manque au monde, croyez-moi. Et le pire, imaginez quel affront pour le peuple syrien de voir Juppé, l'homme qui a fait leur malheur à notre tête, et qui continuera à la faire, ce con. Hein. Parce que l'avantage avec Juppé, c'est que c'est le lapin Energizer buggé. C'est-à-dire qu'il tapera contre le mur jusqu'à ce que quelqu'un l'écrase à coups de marteau. On lève le mur. Ah non, mais il le fera. Avec en plus Danjean. Alors Danjean, il a déjà suffisamment de sang sur les mains, ça ne fera pas plus. Je vous renvoie à Xavier Moreau. Hein. Moi, je ne prends même pas position. Xavier Moreau a bien dit qui était cet homme et ce qu'il fallait en penser. Non, parce que là, je dirai après. Là, je dirai après méchamment, donc ça ne sert à rien. Et qui au Quai d'Orsay en prime, parce que Danjean veut la défense, ça va être super, cool. Et en plus, un homme qui est un ennemi de l'armée, en plus, il faut le savoir. En tout cas, que l'armée prend comme un ennemi a raison. C'est un agent des services spéciaux français défroqué. Et en plus, on aura, je sais pas qui, je préfère même pas y penser, tellement ça me réveillerait la nuit, au Quai d'Orsay. Voilà. Oh. La Syrie et si vous voulez, on peut dire de Bachar el-Assad ce que le représentant de Roosevelt à Yalta disait du général de Gaulle. Il est le symbole vivant de notre erreur. Pourquoi ? Parce que la France fut méprisée à Yalta, même l'entourage de Roosevelt finissait par ne plus comprendre cette haine anti-française qu'il avait pris. Quoi. Et bien là, Bachar el-Assad est le symbole vivant de notre erreur. Et Dieu seul sait ce qui pourra nous faire pardonner. Je demande ensuite de faire un point sur l'affaire Bahamas-Leaks, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est donc cette ancienne commissaire européenne à la concurrence qui est également... je pense qu'on a tout dit sur cette question-là, sauf un clin d'œil qui doit être fait à quelqu'un qui avait vraiment, lui, fait le boulot, qui est François Asselineau. Lui, ça fait 3 ans qu'il en parle de ça. Là, on découvre l'eau chaude, hein, encore un coup. Hein. Et je renvoie au bouquin La grande dissimulation qu'on a fait traduire au Toucan, où vous verrez... Enfin, si vous voulez, à Bruxelles, on va plutôt commencer par lister les noms corrompus, ça ira plus vite. Oui, ça ira plus vite. Je vais vous donner un exemple, tiens, on va rigoler un peu dans les pastels. Le commissaire Oettinger. Il faut savoir que les commissaires européens n'ont pas le droit de soutenir les partis politiques de leur pays d'origine. Ben, il faudra m'expliquer pourquoi le commissaire Oettinger assiste à tous les congrès de la CDU, le parti d'Angela Merkel. Ça devrait lui valoir radiation dans la commission Juncker. Moi je dis ça, je dis rien. C'est drôle que personne ne l'ait jamais balancé celle-là. On verra ce qu'elle me coûtera. Mais là, il y a un sujet. Hein. Pour tous nos amis qui combattent l'Union européenne, il y a un sujet pour mes camarades. Voilà. C'est un système de corruption qui, si vous voulez, c'est... Enfin, il y a un principe en médecine qui veut que... Vous savez comment on traite la gangrène? Par l'amputation. Or, on n'ampute jamais à moitié. C'est par exemple ceux qui veulent on sort de l'Union européenne mais on garde l'euro, etc. Je fais oui, vas-y, elle est vachement bonne finalement. Hein. Donne-moi l'adresse de ton dealer. Mais le problème c'est qu'on ne fait jamais d'ablation à moitié. On fait toujours un corps, une tumeur ne s'enlève jamais à moitié. Elle s'enlève totalement. L'organe qui la porte, comme un rein, s'il y a une partie du rein qui est sain, il n'y a pas de raison de le prendre entier. Mais la tumeur elle-même, l'ablation doit être totale. Et l'Union européenne doit être entièrement détruite. Qu'il n'en reste rien. Rien de rien. Alors on a appris que le chimiste allemand Bayer allait racheter Monsanto pour former un géant des pesticides et des semences.
Certains parlent de la fusion de tous les dangers. Ah bah, c'est simple, hein, et des médicaments, vous oubliez, c'est le laboratoire Bayer. Bayer, c'est aussi le Médoc. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une entité qui va contrôler le circuit de ce qui rend malade les gens jusqu'à ce qui les soigne. Ça va être vachement fun. On parlait de maîtriser la chaîne du cancer de bout en bout. Entre autres, mais pas uniquement. Ce qu'il va falloir comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi Bayer se charge de Monsanto? Pour une raison, Monsanto doit disparaître. Parce que Monsanto, grâce à des activistes courageux et qu'il faut rappeler, comme je crois Monique Robin, par exemple, ou qu'il faut remercier, Monsanto a pris un coup d'image dont ils ne se relèveront jamais. Donc il faut qu'ils disparaissent pour continuer le business. C'est pour ça qu'ils sont laissés racheter par Bayer. Ensuite, c'est une entreprise qui est trop précieuse pour l'État américain pour que Bayer puisse en faire ce qu'il entend. Mais là encore, nous sommes en face de l'axe germano-américain. Alors, pour tous mes amis germanophiles pas trop déçus, eh ouais, ça fait mal, ouais. Mettez un peu de baume. Mais je vous conseille le baume du tigre, c'est plus naturel. Mais voilà, non, on en est là. C'est ça, par exemple, la souveraineté des États, c'est de pouvoir se dire à ces gens-là, je ne peux pas vous empêcher d'exister, mais je peux vous empêcher de mettre un pied chez moi. Et le premier pied que vous mettez chez moi, c'est une enquête tout de suite en santé publique. Je vais vous faire raquer à mort. C'est ça la souveraineté. C'est entre autres de ne pas baisser les yeux devant ça. Ensuite, je pense malheureusement que ça augure le pire. Parce qu'une fois que Monsanto aura disparu comme nom, tel que je vois le principe de fusion, Monsanto va être démembré et va devenir plusieurs entités autonomes au sein de Bayer. Ou quasi autonomes. Et après, pourra continuer ses petites activités, nous aurons bien du mal à retrouver leurs traces. Je vais vous donner un exemple. Les sociétés militaires privées. Combien de gens pensent que Blackwater existe encore? La majorité. Or, Blackwater n'existe plus depuis longtemps. Blackwater a déjà changé 2 fois de nom. Blackwater s'appelait Academy la dernière fois qu'on les a vus. Et ils rechangeront de nom, encore et encore. Pour qu'on perde leurs traces. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est du changement d'identité, tous les fugitifs faisaient. Or, sans la souveraineté des États, le combat des activistes, je déteste ces ONG, mais le combat des activistes ou des lanceurs d'alerte, évidemment, est éminemment précieux. Mais c'est de la guérilla. C'est de la guérilla informationnelle de moyenne ou même de haute intensité, qui a fait beaucoup de mal à Monsanto. Mais qui a fait beaucoup de mal au bout de combien de temps? Oui, Monsanto a détruit la civilisation du maïs, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est un crime contre l'humanité, au sens de crime contre l'humanité. Parce que l'exception, comme le dit très bien Jean-Claude Martinez, l'exception culturelle, c'est l'exception agriculturelle. Il y a 4 grandes civilisations, donc la civilisation du mil, la civilisation du riz, la civilisation du blé, et la civilisation du maïs. Il y avait plusieurs milliers, dizaines de milliers de types de maïs différents au Mexique. Des fruits de patience, des millénaires d'histoire d'hommes. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a? Ça, c'est l'œuvre de Monsanto. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Or, le problème, c'est que sans souveraineté, nous ne détruirons pas ces gens-là. Nous pouvons juste faire de la guérilla contre eux, ce qui est déjà important. Attention. Hein. Je ne médis pas, bien au contraire. C'est un travail héroïque, surtout que ces gens-là ont les moyens de vous menacer. Tous les moyens de vous menacer. Quand vous êtes, par exemple, dans un pays comme le Mexique, pour enquêter sur eux, au Mexique, il peut vous arriver beaucoup de choses. Vous n'êtes pas dans le 5e arrondissement de Paris. C'est ce que je veux dire. Donc, la seule chose, c'est que sans la souveraineté, on ne peut pas lutter contre ces gens-là. Il faut bien le comprendre. Sur le premier débat Clinton-Trump, j'aimerais avoir votre réaction, surtout après le léninisme des médias qui tous ont commenté la victoire, la supériorité dans le débat de Hillary Clinton.
Alors ça, c'est vachement drôle. Bon, moi, pour ce que j'ai vu, moi, je ne suis pas sensible aux effets de manche de Trump. Mais je suis encore moins sensible à ses effets de manche à elle. Donc, si vous voulez, et puis j'ai pas ce ressentiment du colonisé haineux, je veux que ce soit Trump, etc. Non. Par contre, premièrement, il a été beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit, vu qu'il a attaqué sur le point programmatique et sur le bilan d'Obama pendant toute la première partie du débat. Deuxièmement, je ne serais pas surpris qu'en effet, elle ait connu les questions à l'avance. Troisièmement, elle a utilisé que des one-shots. Raciste, t'as pas réussi dans tes affaires, machin, etc. Tout ça, c'est des one-shots. Macho, etc. Tout ça, c'est des one-shots. Au deuxième débat, elle ne pourra pas le faire. Et vu le nombre de sujets qui ont été oubliés, la Libye, le machin, la fondation Clinton, etc., par un journaliste extraordinairement complaisant, à tel point qu'il a été félicité publiquement par Christine O'Krent. Pour vous dire... Ça en dit long. Ça en dit long. Elle a tamponné, d'ailleurs, au niveau de tamponnage entre O'Krent et... Enfin bon. Et ceux qui chercheront trouveront. Ceux qui chercheront trouveront. Or, là, il faut bien chercher, mais il y a des trucs à trouver. Or, le grand problème qui se pose, c'est que moi, tous les sondages en ligne américains qui m'ont été transférés donnent Trump largement gagnant. Or, alors évidemment, pour beaucoup, même de patriotes français, oh là là, hein, ça fait très plébéien, ouais, américaine, oui, mais ça parle au peuple américain, ça ne nous parle pas à nous. Parce que nous, on est dans des recherches d'intellectualité, et on est dans la recherche de l'éther. Or, un débat américain, c'est pas éther, c'est terre à terre. Donc nous, ça nous parle pas. Mais je pense que là-dessus, Trump a... Et celui qui a eu raison, je pense, enfin, c'est vraiment André Berkoff, qui a eu les couilles, parce que là, il faut avoir des couilles, quand on est journaliste français, d'arriver en face de Trump et de l'interroger pendant 1 heure. Il faut des couilles. Et de l'interroger, de le laisser parler. Et pas d'arriver avec un truc, pins LGBT, pins machin, etc. Je ne vous serre pas la main au cas où vous seriez contagieux, etc., etc. Et de se comporter avec lui comme si t'étais dans le nid d'aigle en 1944. Tu vois, l'interview d'Adolf Hitler depuis son bunker, fait par Christophe Barbier, quoi. Quoique, en 1944, il lui aura encore léché les pompes, parce que vu la tendance à la collaboration de ces gens-là, mais si vous voulez, voilà, c'est... Berkoff, lui, il a vraiment donné la parole, et il ne l'a pas interrogé comme on interrogerait Kim Jong-un, ou comme Patrick Poivre d'Arvor avait été salaud avec Castro. On n'a pas le droit de faire ça. Ils sont chefs d'État. C'est un peuple entier que vous insultez. Y compris Mugabe. Y compris Kagame. Pourtant, Dieu sait à quel point ça m'écorche la gueule de le dire. Mais quand ils sont chefs d'État, c'est à leur peuple de les faire tomber. Point. Aussi déplaisant puisse-t-il être. Et personne n'a voulu entendre réellement la parole de Trump. Aujourd'hui, maintenant, les journalistes commencent à miquette, et résultat, le monde, comme pour le Brexit, comme pour le 29 mai, comme pour tout, le monde dit « Clinton a gagné », ça c'est du discours performatif. Je veux qu'elle gagne, donc elle doit gagner. Je dis ça comme un anxiolytique. Le problème, c'est que franchement, au lieu de vous bourrer de cachetons, pas d'amalgame 500, droit de l'homme en intraveineuse, vivre ensemble, il se m'en goutte, changez de métier, faites quelque chose, franchement. Non, parce que vous faites du mal, quoi. Or, parce que, en plus, Hillary Clinton, parce que tout le monde dit que Trump, il a mal joué, machin, macho, il a fait voir son véritable visage, etc. Je rappelle que Hillary Clinton, pendant ce débat, a menacé 2 pays. Et elle n'a pas menacé, ce qui aurait été tout aussi... attention, hein, ce qui aurait été tout aussi illégitime, elle n'a pas menacé le Botswana et le Mozambique. Ce qui aurait été totalement illégitime, hein, attention, hein, je ne dis pas ça. Elle a menacé la Russie et la Chine, puissance nucléaire. Et moi je veux bien qu'on glose à l'infini sur la santé mentale de Trump, mais en matière de politique extérieure, lui il a menacé personne. Alors menacer 2 puissances atomiques qui ont, en termes de vecteurs, les moyens de réduire toute vie humaine, de réduire toute vie, à l'exception des puces et des scorpions et de je ne sais pas quel autre animal qui résiste aux radiations. Comment ? Oui, il y a ce type de coléoptère, tout à fait. Or, voilà le problème, c'est que
moi je veux bien qu'on se dise sa crinière implique un problème psychologique, je veux bien qu'on glose à l'infini là-dessus. Moi je me pose des questions sur la santé mentale d'une femme qui est assise sur le 2e contingent de bombes atomiques au monde, enfin de vecteurs atomiques au monde, se permet de menacer 2 puissances nucléaires dans la même soirée. Et je me permets en plus de m'interroger sur la capacité à comprendre des enjeux internationaux d'un électorat qui serait sensible à ce type de promesses. Parce qu'au lieu de dire « Trump, c'est les blancs sous-diplômés débiles », j'aimerais qu'on me fasse la sociologie de gens qui frétillent du flageolet à entendre qu'on va se foutre sur la gueule avec la Chine, première aviation du nombre en nombre, une flotte de guerre centrée sur des petits sous-marins d'attaque, c'est-à-dire faite pour affronter les flottes américaines, plus 2 millions d'hommes de base d'infanterie, bon certes avec 1 million seulement d'utilisables, mais c'est déjà quand même pas mal, et avec des armes atomiques, plus la Russie, dont les dernières réalisations militaires font qu'ils doivent savoir se battre à minimum. Donc je me pose la question moi, de la santé d'un électorat, la santé mentale d'un électorat qui pourrait être sensible à ce type de promesses. Parce que de vouloir que l'Amérique redevienne forte, c'est une chose. De vouloir que l'Amérique se lance dans une guerre à mort, au lieu d'être dans une optique de négociation, qui est celle de Trump. Mais Trump, c'est quoi de métier? C'est un négociateur immobilier. La négociation, c'est son job. Et je pense qu'il s'est laissé volontairement, là je dis pas avoir la science infuse, à type stratégique, s'il a eu un raisonnement stratégique, ce que quand même je lui prête parce que je pense vraiment pas que ce soit un idiot, eh bien il s'est laissé un peu enfoncer lors du premier débat. Parce que maintenant elle n'a plus de cartouches. Et le 2e débat va être folklore. Parce que là maintenant on va devoir parler des vrais sujets. On va devoir parler de la fondation Clinton, etc. Ensuite, ce qu'elle va devoir faire, vous me direz, est-ce qu'elle a l'élection dans la poche? Le système des super-délégués est quand même très difficile. Juste un point, pour que les gens comprennent bien. Le vote se fait par État. Chaque État a un nombre de super-délégués. Et alors, un nombre de super-délégués, vous me dites, pourquoi ils ne font pas une élection au suffrage universel comme nous? Suffrage universel direct. Pour une raison, le système de désignation du président des États-Unis a été fait quand l'Amérique ne comptait comme personne lettrée que les grands propriétaires terriens. Donc les grands propriétaires terriens ne voulaient pas que les locteux votent à leur place, et donc c'était eux les super-délégués. Et donc, une fois que les locteux sont allés voter, fait une croix, on a les super-délégués se réunissaient en conclave et dire maintenant ce sera lui le propriétaire terrien de Thomas Jefferson, machin, enfin tout ça. Bon. Voilà comment ça s'est fait. Et donc l'Amérique n'a pas pris le pli du suffrage universel direct réel. Donc voilà comment ça va se passer. Le vote va se faire par État. Chaque État va donner un certain nombre de super-délégués. Selon les modalités du vote, c'est-à-dire les modalités se font par État. C'est-à-dire il y a des États où là vous allez me dire si je me fais bien comprendre, où celui qui arrive en tête prend tout, c'est ce qu'on appelle le système winner take all, ou que le nombre de super-délégués est divisé au prorata des résultats. Celui qui a le plus de super-délégués l'emporte. Il est vrai qu'à ce jeu-là, Hillary Clinton est donnée grande gagnante. Toutefois, elle est donnée grande gagnante par les mêmes qui avaient annoncé que le Brexit ne se ferait pas, par les mêmes qui avaient dit que le 29 mai 2005 n'aurait pas lieu, et par les mêmes qui ont dit à tort et à travers que l'Union européenne c'était bien, que les droits de l'homme c'était l'avenir, et que la mondialisation était heureuse. Donc c'est quand même des gens dont la faculté de se gourer est d'une grande régularité. En plus, il faut savoir une chose, la vague populiste qui porte Trump ne mourra pas avec lui. C'est comme nous, ils vont faire le grand gouvernement central, c'est-à-dire la partie faisandée du parti républicain plus la mère Clinton. C'est la question faisant, on peut lui faire confiance, hein, et puis vu les équipes qu'elle va avoir, ça va être folklorique. Par contre, c'est la dernière cartouche du système, comme chez nous. Chez nous, ça va être Juppé Cambadélis, quoi. C'est-à-dire la nuit des morts vivants et
Le problème, c'est que le système se met derrière son dernier bouclier, quoi. Et la vague populiste, pas plus que la défaite pour les nationaux, ne sera notre défaite définitive en 2017. Si nous sommes défaits, ce qui est quand même pas encore dit, nous devons, comme d'ailleurs les patriotes américains et les souverainistes américains, faire de cette défaite, si défaite il y a, la plateforme de nos victoires futures. Alors, on a appris il y a quelques jours la naissance du premier enfant de l'histoire conçu avec les gènes de 3 parents. Votre avis là-dessus? Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est deux gamètes mâles pris dans un œuf dénucléé. Nous sommes d'accord? Pris dans un... Une recomposition avec une ADN, si j'ai compris, extérieur pour permettre justement d'éviter la maladie future de l'enfant. Alors là, c'est toujours un cas de bioéthique particulier. Parce que le cas lui-même se justifierait d'un point de vue médical. Et si l'enfant est sain, de dire mieux aurait valu qu'il n'eût pas existé est horrible. Parce que c'est bien facile de s'accrocher au principe de bioéthique. Moi, il y a eu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a interrogé sur Internet. Êtes-vous libertaire? Que pensez-vous du hashish et de l'euthanasie et de l'avortement? Les questions ne se posent pas comme ça. Les questions se posent à la fois en cas individuel et en cas de masse. En cas individuel, on ne peut pas dire qu'une vie qui est née alors qu'elle ne devait pas naître est un regret. Si elle est née dans une plénitude de vie, c'est-à-dire si l'enfant est sain, je ne vais pas quand même dire que le gamin n'aurait pas dû naître. C'est monstrueux de dire ça. C'est horrible. Ensuite, quel procédé contre nature et quels procédés commerciaux on peut en tirer? Le problème n'est pas l'expérimentation au cas par cas. Le problème, c'est que les États doivent laisser la conscience publique agir. C'est-à-dire que les peuples ne veulent pas d'utilisation commerciale du vivant. Il ne faut que ça ne puisse jamais déboucher sur une utilisation commerciale. Alors, les ultras des principes, hein, les ultramontains, les ultramontains à tout faire comme les bonnes du même nom, vont me dire non, mais il y a le principe qui compte, la vie, et ça doit être fait de telle manière. Oui, d'accord. Bon, déjà, c'est pas anormal que vous perdiez tous les débats, tous les combats qui sont les vôtres depuis des siècles. C'est pas normal vu que, à vrai dire, vous êtes les seuls guerriers que je connaisse qui, quand ils arrivent à avoir la guerre de l'instant, fuient vers une guerre de retard par peur, par manque de compréhension. Je vous donne un exemple, l'euthanasie. Quand vous mettez un individu qui souffre toutes les secondes de sa vie sous une DEL à morphine, vous savez, on l'a tous vu dans les films, ça. Si vous avez mal, appuyez. C'est un procédé euthanasiant sur le long terme. Parce que la morphine, c'est pas quelque chose de gratuit. On estime que les injections de morphine dans le cadre de plus de la moitié des opérations lourdes de l'abdomen se font à dose létale. C'est-à-dire parfois, pour sauver une vie, il faut empoisonner. Et oui, parfois la médecine, c'est aussi ça. Et parfois, la médecine moderne va nous demander d'aller au-delà de ce que la nature humaine était. La seule chose, c'est que tout ce terrain doit être politiquement balisé. C'est-à-dire que la volonté des hommes, c'est comme pour les robots, c'est comme pour la robotique, la volonté des hommes doit surplanter deux choses, c'est-à-dire doit surplanter la machine, mais doit aussi surplanter notre envie de divinité. Nous ne devons pas nous donner les pouvoirs que nous avons prêtés à des êtres que nous avons créés ou qui existent pour faire tenir les sociétés qui sont les divinités. Qu'ils existent ou non, nous n'avons pas à nous y substituer. Mais ça doit être l'objet d'un véritable débat politique, et ce débat manque. C'est ça qui m'inquiète. Et quand il a lieu caricature de scientistes transhumanistes cinglés contre des gens qui s'opposaient déjà à la stérilisation des instruments de médecine chirurgicale. Bon, au nom de tu enfanteras dans la douleur. Donc voilà, à un moment, laissons de côté les caricatures sur ce dossier-là. Alors on a appris également que les États-Unis avaient envoyé le premier drapeau LGBTQ dans l'espace, à 33 km de hauteur. Voilà, est-ce qu'on peut parler d'une date historique? Oh,
pour s'envoyer en l'air peut-être, mais c'est quoi l'agoraphisation du monde? Non mais, imaginez, si à un moment, il y a une forme de vie à base de carbone non détectable, qui vient de l'espace, et qui donc sera plus évoluée que nous, vu qu'elle aura les moyens de voyage interstellaire. Elle croise ce truc, qui sera notre symbole dans l'espace, plus les dérivés de nos ondes qui se perdent dans l'espace. Donc elles entendront quoi? Le Batman des années 50, du porno, ça c'est sûr, vu qu'on en envoie à intervalles réguliers, et des photos de chats. Et des discours de campagne de Baudelaire. Non, là ils annihileront. D'ailleurs, moi je serais à leur place, j'annihilerais aussi. Hein. Je donnerais le pouvoir aux lémuriens, enfin à toute espèce pensante, je réduirais l'humanité en esclavage. Mais pourquoi vous faites ça? Non mais voilà, objectivement, vous n'avez pas d'autre chose à foutre. Politiquement, on n'a pas le choix. Enfin, si vous voulez, faut réhabiliter politiquement le monde. Or, les symboles sont importants parce qu'ils font tenir les sociétés. Et à force de bâtardiser les symboles, d'en détruire la véritable portée, on crée ça. J'ai rien contre le drapeau LGBT, je m'en contrefous. Je dis juste que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça par des actes d'une telle puérilité, en plus vis-à-vis des autres aires civilisationnelles, vous leur dites quoi? On a mis ça au-dessus de vos têtes pour vous faire chier, parce que c'est ça le problème. Or, ils sont maîtres chez eux, et l'espace extra-atmosphérique, par les lois internationales, appartient à tout le monde. Donc que l'Occident évite d'y mettre ses statues de Mickey, ses drapeaux gays, et plus ses affinités. Ça, c'est une guerre d'une extraordinaire violence symbolique. Nous avons des droits pour nos minorités. De toute façon, en France, on a toujours eu une tolérance à ça. C'est notre culture. Monsieur le Prince en était. Louis XIII, l'un des plus grands de nos rois, en était certainement. C'était pas le problème. Nous, on n'a jamais été un peuple d'inspecteurs de braguettes, et tant mieux. Mais il y a des peuples qui sont sensibles sur ces questions, et je ne suis pas certain que ce type d'happening, qui équivaut à un crachat dans la gueule à bonne distance, fasse partie des conditions d'un dialogue international apaisé. J'en suis vraiment pas certain. Alors pour revenir sur du plus sérieux, on va dire, il y a un internaute qui vous demande un petit point d'actu sur la situation au Venezuela. Venezuela, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Malheureusement, la révolution bolivarienne se termine parce qu'elle n'a pas pu s'affermir. Elle n'a pas pu s'affermir. Elle n'a pas pu entrer dans une politique de puissance parce qu'elle a été tout de suite dans une politique de redistribution dont on ne peut pas critiquer le président Chavez. Il n'avait pas le choix. Quand vous voyez un peuple au degré de dénuement qui était celui du peuple vénézuélien, vous ne pouvez pas dire il a mal fait, c'est pas possible. Si vous êtes un vrai patriote, vous arrivez, votre peuple est dans cet état, vous lui donnez tout ce que vous pouvez. La seule chose, c'est que ça, plus le complot saoudien qui visait à décapiter l'industrie du gaz de schiste américain, mais qui a eu comme victime collatérale le Venezuela, d'un certain côté l'accord de l'OPEP, pour faire remonter, qui en réalité est l'accord que l'Arabie Saoudite signe avec les autres pour sauver sa tête, pour une raison, c'est que le boomerang leur est revenu en pleine figure, parce que l'Arabie Saoudite a tellement fait baisser le prix du pétrole, et le pire c'est que l'Iran, pour se venger de tout ce que l'Arabie Saoudite lui fait, pourrait tout à fait, elle aussi, faire baisser les prix du pétrole. De toute façon, elle a vécu sous embargo, donc elle sait ce que c'est le rationnement économique, ce que l'Arabie Saoudite ne connaît pas encore. Enfin, pas encore tout à fait. Donc là, l'Arabie Saoudite est en train de faire en sorte que le prix du baril remonte. Peut-être que ça donnera un peu d'air au Venezuela. Malheureusement, voilà, l'Amérique reprend pied en Amérique centrale. La parenthèse enchantée est finie. Ensuite, on vous demande de commenter... Amérique centrale et latine. On vous demande de commenter l'annonce de Shinzo Abe sur la mise en place d'un partenariat économique portant sur l'investissement de 30 milliards de dollars du Japon vers l'Afrique. Que pensez-vous de cette stratégie d'implantation? C'est la géopolitique assez classique du Japon, c'est que le Japon fait toujours une stratégie d'investissement lourd dans les pays où il arrive. En Asie, c'est particulièrement le cas d'un pays réceptacle de ces investissements qu'est le Japon, qu'est le Cambodge.
pardon, qui est le réceptacle des investissements japonais. C'est-à-dire que les Japonais, eux, ils vous envoient les hommes d'affaires. Ils vous envoient pas les techniciens, pas beaucoup. Ils vous envoient les hommes d'affaires, ils vous envoient pas les soldats, ils vous envoient pas les humanitaires, ils vous envoient le business. Ils vous envoient pas les prisonniers, contrairement aux Chinois. C'est-à-dire que généralement, au Cambodge par exemple, qui est un pays qui n'est pas quand même le pays qui a eu le plus en Asie de rapport avec le Japon, ils ont fait une opération de séduction publique auprès des clans proches de Hun Sen, extrêmement rapide. Et en Afrique, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que les Africains sont en train de se rendre compte que la Chine-Afrique et l'Amérique-Afrique, pour même certains, ça leur ferait peut-être regretter qu'un autre pays soit parti. Parce que bon, la France est ce qu'elle est, mais quand on voit ce que la Chine peut faire, ce que l'Amérique peut faire en Afrique, on est petits joueurs à côté en termes de brutalité, hein, vraiment petits joueurs. Et le Japon peut peut-être prendre... Il y a beaucoup de pays qui commencent une politique africaine ou qui la recommencent. La Turquie, etc. Il y a des pays qui vont se glisser dans les interstices et entre les meules des géants en Afrique, dont le Japon, qui peut tirer son épingle du jeu. À une condition, c'est qu'il ne fasse rien en dialogue culturel, parce que sinon ça va être comme la Chine, ça va mal se passer. Dernière question internationale. On vous demande pourquoi Obama a mis son veto dans l'enquête demandée par le Congrès sur le rôle de l'Arabie Saoudite dans le 11 septembre. Alors, il y a un homme absolument extraordinaire qui vivait en France il y a quelques années. S'il y vit encore, j'aimerais beaucoup tenter de le contacter, qui est l'ancien agent de la CIA, Robert Baer. Qui est un mec assez extraordinaire, que je rêve de faire venir à Paris. Si quelqu'un peut m'y aider, pourquoi pas. On a beaucoup parlé de l'EPAC, des liens américano-israéliens, oui, tout ça est connu, mais les liens américano-saoudiens ont une partie assez sale, particulièrement auprès de... Il faut savoir une chose, n'oubliez pas qu'on peut corrompre légalement par le lobbyisme le Congrès aux États-Unis, le Qatar, l'Allemagne, qui est un des plus gros lobbyistes qu'on oublie, et etc., et l'Arabie Saoudite le font. Particulièrement au sein du Parti républicain, où d'ailleurs l'Arabie Saoudite a son homme lige qui est M. John McCain. Comme quoi, même les héros ont des faiblesses. Et en réalité, l'Arabie Saoudite a fait jouer tous ses amis pour deux raisons. Premièrement, parce que l'Arabie Saoudite a des complicités en 11 septembre. Bon, bravo, c'est une porte facilement ouverte. Mais, l'Arabie Saoudite a des réseaux de corruption dans tout le pouvoir américain. Deux, certains pensent que parce que l'Amérique a toujours joué un jeu tout à fait particulier vis-à-vis du terrorisme islamique, dont elle reprend le rôle de parrain qu'a tenu l'Angleterre jusqu'en 1954, et elle reprend dès 1954 le soutien à ce terror, aux différents mouvements islamistes, l'Amérique pense que peut-être il y a des possibilités d'élargissement de la procédure si des particuliers attaquaient l'Arabie Saoudite, ou si des entreprises l'attaquaient, ou si que ces gens se retournent également contre l'État américain. Voilà. En tout cas, Obama aura été un lâche du début à la fin. Et pourtant, il faut le plaindre. Parce que l'élite américaine s'est vraiment essuyé les godasses dessus. Alors on passe à la partie économie maintenant, avec des gros questionnements à propos de la Deutsche Bank, qui refuse les demandes parties de ses clients, et certains spécialistes voient en cette banque le prochain Lehman Brothers. Tout à fait possible. Au passage, Deutsche Qualität. Je ne pouvais pas la louper. Donc, l'Allemagne va devoir soit demander la nationalisation, comme certains le demandent, de la Deutsche Bank, ce qu'on a refusé aux Grecs, et surtout, ça veut dire quoi que la Deutsche Bank a fait des prêts pourris, a fait de l'émission monétaire, a donc fait de la fausse monnaie pendant des années, et donc que l'État allemand est complice. L'État allemand n'en savait rien. Son principal bras séculier financier sur les marchés financiers, il n'en savait que dalle. Non, prenez pas les gens que pour des cons. Donc ça veut dire que l'Allemagne a, comme toujours, violé les règles qu'elle a imposées aux autres dans le sang, et donc la capacité de gestion germanique, c'est du flan. Je rappelle que c'est le pays en Europe qui a fait le plus de fois faillite. Ça, c'est pour les germanolâtres
C'est pour les bagages oubliés de la Wehrmacht. Or, donc voilà. Or, est-ce que si la Deutsche Bank tombe, il faut qu'elle tombe. On ne va pas continuer éternellement à faire en sorte que ce système pourri passe de bulles privées en assurance publique, donc par l'augmentation de la dette, puis de bulles privées qu'on va remonter au cric en assurance publique, jusqu'à ce que même la monnaie des États ne vale plus rien, et qu'à la fin ça se termine en chaleur et lumière. Mieux vaut crever l'abcès maintenant, à une condition, c'est de tout remettre sur la table. La grande crise chaleur et lumière ne nous est pas promis. Tout peut être arrêté. Mieux vaut encore que ça ait lieu maintenant. Je vous le dis franchement, ça va tanguer. D'un côté que l'Allemagne mangera son pain blanc. Alors là, je ne chialerai pas là-dessus. Alors là, au contraire. Est-ce que le système bancaire italien va manger son pain blanc parce qu'il est au bord de la rupture? Il est au bord de la rupture, mais ils le maintiendront au moins s'ils le peuvent, jusqu'aux élections allemandes de l'année prochaine. En réalité, là, ils sont dans du court terme, c'est-à-dire éviter que l'euro meure au milieu de la campagne française, parce que là, pour le coup, ça couronnerait la personne que ça ne doit pas couronner, donc Marine Le Pen. Et il faut aider la Reichschancelière, parce que là, c'est les ordres qui viennent de la maison mère. Bon, voilà. Donc le brave patron de la BCE, là, comment il s'appelle, le délinquant, là, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Draghi, c'est ça, oui, j'avais lu son nom sur un avis de recherche. Or, donc voilà, il faut maintenir coûte que coûte. Le problème, c'est que l'Italie est exactement dans la même situation que la France, avec empire. Et le pire, c'est que si l'Italie sort de l'euro la première, elle va nous tailler des croupières, parce qu'elle a des exportations qui sont pour la plupart des exportations substituables aux nôtres. Bien, comme le dit très bien Stiglitz, sur lequel nous reviendrons, vu que je n'ai pas encore lu son bouquin, mais nous reviendrons sur son bouquin sur l'euro lors du prochain entretien. Eh bien, je vais vous dire franchement, winner take all. Premier qui sort gagne. Comme le dit très bien, et là, il faut revenir à lui, parce qu'il a tout dit, et il mérite justice, Norman Palma. Comme Norman le dit en faisant référence au vocabulaire de l'aviation, each landy is a good landy, tout atterrissage est un bon atterrissage. On a appris également la faillite de l'armateur sud-coréen Hanjin. Ça, c'est beaucoup plus préoccupant. Parce que là, et là encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commerce des matières sèches, au passage, qui encore a été le premier à parler de ça? Voilà, Norman Palma, avant tout le monde, mais des années avant tout le monde. Donc voilà, si vous voulez prendre encore un peu d'avance, lisez-le, parce que toutes les prédictions ne sont pas encore réalisées. Et puis bon, voilà, c'est quand même un homme extraordinaire, ce sera l'un des grands honneurs de ma vie d'avoir été son éditeur, pas d'être son éditeur toujours d'ailleurs. Ça c'est beaucoup plus sérieux. Ça c'est très problématique, parce qu'il faut savoir une chose, la mondialisation repose, d'un point de vue médiologique, donc le rapport de la technique à la culture, repose sur the box, le container, créé je crois en 1953, mais c'est à vérifier. Et sans les conteneurs, il n'y aurait pas eu la mondialisation, vu que le conteneur permet le fret à gros tonnage, dont la quasi-gratuité, ou du moins le coût extrêmement bas, a été la veine jugulaire, a été la jugulaire de la mondialisation. Nous sommes d'accord? Donc voilà, moi ma grande peur elle est là, c'est que nous arrivions au stade où la grande crise systémique, c'est-à-dire qu'au moment... Parce que ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il y a des milliers de tonnes de marchandises perdues en pleine mer, et ça veut dire surtout que l'activité réelle est en train de crever. 500 000 conteneurs. Ouais, elle est en train de crever. En train de crever. Et ça, c'est de l'économie réelle, ça. C'est de l'économie réelle, ça. Ça augure rien de bon. Ça, c'est un vrai signe avant-coureur de catastrophe. Mais on fera rien. J'ai pas entendu beaucoup. On fera rien de rien.
Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, ils vont faire ce qu'ils ont fait la dernière fois, c'est-à-dire ils veulent éviter un truc de crise, un scénario type 29, c'est-à-dire crise systémique de confiance entre les banques, le commerce de fret qui se fait à crédit n'est plus garanti, c'est-à-dire plus personne ne veut payer les assurances, et là, effondrement du commerce mondial, récession, boum. Ben Bernanke nous a évité ça. Pourquoi? Il a fait sa thèse sur les années 30. Alors moi, je veux bien qu'on crache à la gueule de cet homme, mais premièrement, c'est un intellectuel de rang supérieur, deuxièmement, quand on dit Ben Benny a sauvé le monde, c'est vrai. Il a sauvé le monde par un système pourri, oui, dont il n'est pas comptable, dont il n'est qu'un opérateur. Mais il a sauvé le monde. Parce que moi, je veux bien, tous les petits branleurs qui disent on va abaisser le levier, tout va se casser la gueule, et puis et après on va revenir Raon, fils des âges bien louches, enfin voilà, tu vois, le pif-paf du boutonneux, du pif-paf de boutonneux qui est même pas arrivé à attraper Pikachu dans le bois de Vincennes. Donc et qui pense que ça y est, tu vois, Raon, Grongue, la guerre du feu, il est prêt pour tout, quoi. Donc là, on va raisonner en adulte. Il va falloir gérer un système de transition qui va être extrêmement pénible à trouver, qui va être très dur, ou alors ce sera chaleur et lumière pour tous, c'est-à-dire qu'on va détruire des milliers de vies pour rien. Le système n'est pas réformable. Il faut gérer son euthanasie. Et son remplacement. Personne n'en mourra. Personne n'en mourra. Il y a des gens qui vont perdre un peu de pognon. Mais le pire, c'est que ces mêmes gens-là, si tout se casse la gueule, pour la plupart, ils perdent tout. Qu'à un moment, raisonnons intelligemment. Mais pour ça, il faut entrer dans la mécanique de force. Or, personne ne veut entrer dans la mécanique de force. Pourquoi? Parce qu'on a, comme dit très bien Bernard Legan, des élites que plates. On demande votre avis également sur l'augmentation de la dette chinoise. La BRI considère que la situation chinoise présente un gros risque. Oui, et la dette américaine et la dette machin, que la Chine soit en train d'intérioriser sa dette et de la mettre sous le tapis, oui, d'accord, ok, oui, c'est vrai. Et la Chine fait de la dette, pourquoi? Parce que elle a le choix entre son développement écologique, où elle devrait lever le pied, et son développement productif, où elle demande, particulièrement les provinces, que c'est surtout le PC central chinois qui demande qu'on lève le pied, mais les autres demandent de croître et embellir. Le vrai problème, il est là. C'est un problème de division géographique, une, et deux, voilà, c'est un problème de... Voilà. C'est un problème de division géographique et c'est un problème de comment je vais vous dire ça? C'est un problème de division géographique. C'est un problème de division géographique, c'est un problème de division de pouvoir au sein du PC central chinois, mais aussi c'est parce que la Chine ne peut pas faire autrement. Elle est restée l'usine du monde, donc elle n'a pas pu mécaniquement parier sur son marché intérieur, donc elle ne peut pas lancer des vagues de consommation interne, elle n'en a pas les moyens. Donc elle fait de la dette. Ce qui veut dire que même pour la Chine, ce système libre-échangiste sera un poison. Parce que qui dit libre-échange dit financiarisation et dit dette. C'est un triangle qui va ensemble. Donc, il faut mettre fin à tout. Ou alors, c'est l'implosion. La dette américaine n'est pas beaucoup inférieure à leur dette à eux. Ils sont à 23 000 milliards, ils sont autour de 20 000 milliards aussi. Non, bien sûr, mais si tu veux. En plus, c'est même pas les affaires de montant, c'est les capacités productives. La Chine, elle a la dette, oui, mais elle a les usines. Faut pas voir les affaires de dette comme les affaires de boutiquier. On gère pas un commerce à Perpignan. Or, non, mais voilà, vous voyez le problème. Non, c'est pas ça. C'est que nous sommes dans un système qui est voulu, qu'on appelle l'économie d'endettement, qui est un système non fonctionnel. Si on y assigne des buts d'économie politique, parce que si on y assigne des buts comptables, tant qu'il y a des gens qui gagnent du fric, le système est bon. Mais si on y assigne des buts d'économie politique, parce qu'après ça dépend de quel angle on se place. Nous en reparlerons d'ailleurs du débat économie politique et sciences économiques dans le prochain, parce qu'il y a 2-3 tartes que j'ai à mettre. Et tu vois le problème, c'est que si tu veux, si on donne des buts d'économie politique, c'est-à-dire le bien-être maximal des populations et l'indépendance des circuits de production nationaux, par exemple, ça c'est des buts d'économie politique. On peut en trouver d'autres. On peut mettre des circuits de production, des chaînes de valeur continentales. Moi je dis pourquoi faire? Pourquoi faire? Chez les autres, c'est chez les autres. Qui se démerdent, le soldat Ryan. Mais bon, on peut, pourquoi pas.
Mais si on donne des buts d'économie politique, il faut évaluer le système comme tel. Or, le système ne remplit aucun but d'économie politique sérieux. Il remplit des buts comptables, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du profit. Ce qui est tout à fait louable en soi en titre microéconomique. Le problème, c'est que contrairement à toutes les théories sur lesquelles repose ce système, il n'y a pas de théorie de ruissellement. Ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour General Motors et pas pour l'Amérique. Donc point. C'est tout. C'est le système entier qui doit être changé. Ensuite, on le change à froid ou on le change par la violence. Dernière question en économie, on vous demande si les DTS, donc les droits de tirage spéciaux, pourraient remplacer à terme le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Ils vont essayer, ils y pensent, mais j'y crois modérément. Une monnaie, c'est une incarnation. C'est un droit, c'est un pouvoir. Les DTS, c'est le pouvoir de qui? Non, je pense que l'Amérique veut éviter un véritable débat sur le retour de la liberté monétaire et donc elle aide ces conneries de DTS. Ça évite à la fois le Bancor, le vrai Bancor keynésien qui était totalement déconnecté des monnaies mais qui est d'ailleurs peut-être un système imparfait. Ça évite ça et de l'autre côté, ça évite un retour plein et entier aux souverainetés monétaires. Donc la fin du privilège exorbitant du dollar, là par contre ça va faire très 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 mal. Et ensuite, elle n'a pas le choix. Et d'ailleurs, alors vous me direz, mais pourquoi la Chine y participe? Pourquoi tout ça y participe? Parce que la Chine a besoin d'une dédollarisation lente. Faut être fou pour vouloir que demain le dollar disparaisse. Faut être cinglé. Parce que vous allez voir les conséquences. Déjà pour la Chine, c'est très simple. Bon, elle a bouffé par la tentative de liquider sa dette intérieure, elle a bouffé pas mal de sa réserve de change. Faut quand même se rendre compte. Donc elle n'a plus les matelas de dollars qu'elle a. Mais vous avez des tas de pays qui vivent avec le dollar comme monnaie officielle et leur monnaie nationale comme monnaie de petit commerce. Je prends déjà le riel cambodgien. Mais c'est la même chose pour le baht thaïlandais. Vous avez des tas de pays qui vont s'effondrer. Vous arrêtez de rêver. En plus, comment? En Équateur, je me demande aussi s'ils sont... Non, mais dans toute l'Amérique centrale et latine. Donc maintenant, il faut quand même arrêter de déconner. Et les petits rêves d'Eurasiens neuneux qui pensent qu'ils vont avoir la peau de la civilisation américaine, mais elle t'enterrera, la civilisation américaine, mon pauvre lapin. Elle t'enterrera. Elle t'enterrera. Alors, peut-être que si Trump passe, tu n'auras pas un cercueil en taffetas, mais elle t'enterrera quand même. Tu vois le souci. Donc bon, ça sert à rien de vouloir une dédollarisation rapide qui n'aura pas lieu. L'Amérique fait juste, c'est simple, c'est la même raison pour laquelle elle a créé l'euro. Et là encore, les Norman Palmer. Il faut éviter un débat sur les souverainetés nationales et sur le retour d'un étalon extérieur qui ne peut être que soit un panier de devises, mais avec un panier de biens, ça veut dire de mettre beaucoup de biens hors marché, donc le blé, le machin, etc., soit un étalon artificiel, soit un étalon physique et leur argent. C'est ce débat-là que l'Amérique veut éviter. Alors elle nous fait le coup d'un panier de monnaies qu'elle déteste, mais si les monnaies sont fausses, alors elles sont fausses ces monnaies, on fait de l'injection, on fait de la cam monétaire, en veux-tu en voilà, donc à monnaie fausse, panier faux. Bon, on n'a pas réglé le problème. Le problème c'est la création de valeurs physiques en face des injections monétaires que nous faisons. Alors là on fait des paniers de fausses monnaies. On n'en avait pas qu'une, maintenant il nous en fallait plusieurs. Bon tant mieux. Non, moi j'y crois modérément. Très bien, on va passer à la partie doctrinale avec des questions de fond. Un internaute vous demande est-ce qu'il est possible, et si oui, comment articuler la défense de la souveraineté nationale sur des dossiers concrets. Il faut les faire bosser. Dès qu'on est dans l'ego et dans l'engueulade, dès qu'on est dans l'attribution de place, c'est terminé. Voilà. Il faut faire des objectifs très précis, on va faire ça, on va y arriver. Bon, ce qui serait bien, c'est d'avoir un Jean Moulin, quoi. C'est d'avoir un mec qui arrive, qui dit maintenant on va se mettre tous autour de la table. Pourquoi? Parce que 1, l'ennemi est puissant, et 2, c'est moi qui ai l'argent pour vous organiser. Vous parlez de dialogue entre les souverainistes. Exact. Autre question, comment articuler le principe de souveraineté nationale avec le principe de subsidiarité? J'en vois pas le problème. Je vois pas le problème. L'État central délègue aux entités qui sont les plus aptes du terrain, parce que dans sa majesté, l'État n'a pas à gérer les routes communales. C'est ce qu'on a toujours fait. Si vous voulez, mettez-vous dans la tête, je me suis déjà expliqué là-dessus, mais que le jacobinisme tel qu'on vous le raconte est un mythe. C'est un mythe. Et d'ailleurs, les plus girondins, les plus centristes, la vraie décentralisation qui a failli avoir lieu en France, c'était le référendum du général sur la participation à la fois des régions, mais également des gens.
Ça devait tout changer, le référendum de 69. C'était la participation, c'était le changement de l'entreprise, c'était tout ça, et les Français ont refusé ça. Grâce à qui? Grâce aux centristes. Donc ils ne viennent pas de donner de leçons de subsidiarité vaguement vaguement prises sur 2 pages du catholicisme de l'Église catholique sur lesquelles ils ont eu leurs premiers émois. Donc voilà. Les grenouilles de bénitier, merci bien. Un autre internaute qui vous demande, est-ce qu'on peut imaginer un pays puissant avec à sa tête des gens brillants qui ne jouissent pas un minimum du pouvoir et de la puissance qu'ils procurent? Est-ce que le pouvoir est forcément du pouvoir? Non mais... Oui, enfin tout ça c'est mignonnet. La seule chose c'est de faire un système de sélection d'élite qui ne puisse pas se fermer. Le vrai problème de la France, il est là. Alors oui, le pouvoir corrompt déjà pas tout le monde. Il y a au moins un homme dans la France au XXe siècle qui n'a pas été corrompu par le pouvoir. Ensuite, le pouvoir corrompt souvent, très souvent, ça c'est vrai. Bon, alors il faut que les hommes qui ont du pouvoir puissent l'exercer totalement, pas d'acratie, mais pendant un laps de temps très limité. C'est tout. Ça, c'est un système institutionnel. Et la seule chose qui peut l'empêcher, c'est le pouvoir au peuple. C'est-à-dire, c'est une interprétation stricte de la Constitution, une obligatoriété de la Constitution, l'impossibilité de changer la Constitution, ne serait-ce que d'un point-virgule, sans référendum, etc. Très bien, on va aborder pour finir la disparition de Shimon Peres, un des derniers pères fondateurs d'Israël, qui est mort récemment. Est-ce que vous avez un mot à dire dessus? Shimon Peres, ça va être un sujet compliqué. Alors Shimon Peres, bon, c'était le dernier des pères vivants d'Israël. Bon, très bien. Il était le survivant d'une époque totalement disparue. Il avait la grande histoire d'amour franco-israélienne de la 4ème République. Il avait d'ailleurs un bureau à l'hôtel Matignon. Alors là, il y a des histoires qui divergent. Avait-il un bureau à l'hôtel Matignon ou au Quai d'Orsay? Les histoires divergent. Mais il avait un bureau dans les organes de pouvoir français, oui, bien sûr. C'est l'homme qui a doté Israël de la bombe, avec le soutien de la 4ème République. C'était l'homme qu'on a dit l'homme de la paix avec Rabin et Yasser Arafat pour le processus d'Oslo. Bon. Ça, c'est la devanture. Que Shimon Peres fut un grand homme d'État, c'est indiscutable. C'est-à-dire qu'on peut ne pas l'aimer, et ça je comprendrais tout à fait que des gens qui sont proches de la cause palestinienne ne l'aiment pas, mais personne ne peut dire Shimon Peres n'est personne au XXe siècle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon. C'était un homme d'État, c'était l'homme d'un Israël qui a en partie disparu malheureusement, et en partie d'ailleurs par son action. Je m'explique. Il appartenait... Éric Zemmour a tout dit, je pense, sur Shimon Peres, dans les 3 minutes de chronique qu'il a fait. C'était vraiment cette aristocratie ashkénaze qui a été les débuts d'Israël, dont d'ailleurs... et lui, en plus, il est né dans un ghetto européen. Il n'est pas né comme Ariel Sharon, par exemple, qui est né en Israël. Ariel Schneiderman de son vrai nom, donc qui a pris le nom d'Ariel Sharon, des plaines de Sharon dans la Bible. C'était vraiment c'est l'un des hommes qui a vu se naître Israël. Ensuite, c'est l'un des hommes qui a incarné ce triptyque institutionnel qui est Israël. Tzahal, donc la force de défense israélienne, le Mossad, Tzahal, le kibbutz et le parti travailliste. Voilà. C'était les trois poumons d'Israël. Or aujourd'hui, il y a une chose qu'on dit peu sur Shimon Peres, c'est qu'il a été avec Benjamin Netanyahou et également avec Ehud Barak, l'un des instruments du libéralisme israélien. Entre autres de la privatisation de la Banque centrale israélienne, du démantèlement du complexe militaro-industriel israélien, et de vagues d'un libéralisme sauvage qui a, par exemple, détruit les installations kibbutzniques, des kibbutzniks dans les années 87, 88, 89, les dernières privatisations de kibbutz. Le kibbutz, cette fameuse ferme collective, peuple de paysans et de soldats,
qui faisait la beauté du sionisme, du sionisme au sens de création de l'État d'Israël et la beauté de son versant socialisant. Donc, et Pérez est l'un des hommes qui a fait se terminer cette époque-là. Après, pour masquer un peu ces réformes libérales, il fallait un nouveau récit pour les Israéliens, ce sera Oslo. Alors Oslo, on peut dire, comme certains le disent, comme quelqu'un comme Bruno Gig, qui est l'un des ambassadeurs du Hamas en France quasiment, le disent, a raison, que le processus d'Oslo était fait pour palestiniser la répression contre les mouvements armés palestiniens, à travers l'utilisation de gens comme Djibril Rajoub, le super flic de Cisjordanie, ou Mohamed Darlan, le super flic de Gaza, qui a brisé l'homme qui a le plus fait de mal au Hamas dans l'histoire du Hamas, c'est un Palestinien. C'est Mohamed Darlan qui aujourd'hui vit en exil dans le Golfe. Et qui va peut-être revenir, parce qu'il y a toujours un problème de légitimité de Mahmoud Abbas, qui prolonge indéfiniment son mandat, on ne sait pas sur quelle base, et de division des mouvements palestiniens. Bon. Ça, c'est vrai qu'il y a un problème de légitimité interne de l'autorité palestinienne. Bon. Ensuite, Pérez a participé à ce processus-là, et on peut dire ce qu'on veut des intuitions, des volontés de Rabin. Rabin les a payées de sa vie. Donc je trouve un peu gratuit qu'on accuse cet homme qui s'est pris, je crois, 4 ou 5 balles dans la peau, en disant il ne voulait pas la paix. Bah oui, mais le problème c'est que c'est son sang c'est dans son cercueil à lui que le processus d'Oslo, parce que le processus d'Oslo a été, pour faire très vite, le processus d'Oslo, ça a été l'erreur de tout le monde, tous les commentateurs, sauf un homme très bien qui est Charles Anderlin, qui était le correspondant de France 2 à Jérusalem, qui a fait 3 ouvrages majeurs sur le conflit israélo-arabe, majeurs. Lui et Henri Laurence. Voilà, parce que tout le monde s'engueule sur ce dossier de merde. Donc, non, mais c'est un dossier de merde. Donc, lisez les hommes qui le connaissent. Henri Laurence, Charles Anderlin, l'avantage c'est que ce sont des gens qui sont détestés de part et d'autre, comme ça au moins vous êtes au milieu du gué, vous êtes contents. La question de Palestine par Henri Laurence et Le rêve brisé, histoire des négociations de paix israélo-arabes, par Charles Anderlin. Il y a, je crois, 4 volumes qui sont sur différents sujets. La question de Palestine, alors il en est à son 4e ou 5e volume et il y en a encore un à publier. C'est des ouvrages, attention, à 500 pages chacun. Henri Laurence est prof au Collège de France. Moi j'ai eu le privilège de l'interviewer. C'est un génie. Ouais. Juste ça, mais déjà ça. Juste un génie, mais déjà un génie. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand Rabin sera mis en terre, Pérez va tenter, bon an mal an, de prendre sa place. Il faut savoir qu'il était lui aussi la cible de l'attentat. Mais il est descendu de la scène 10 minutes après à peu près Rabin, et le tueur l'attendait en bas de la scène, c'était après un concert pour la paix, qui avait lieu dans l'actuelle place qui porte le nom de Rabin en Israël. Je ne me rappelle plus si ça a eu lieu à Tel Aviv ou à Jérusalem, je crois que c'est à Tel Aviv. Et voilà. Donc ce qui va arriver, c'est que Pérez, face à l'autorité palestinienne, le Hamas, lui, va multiplier les attentats. Les extrémistes qui ne vont pas en rester là vont tenter de torpiller par l'intermédiaire de certaines personnes au Likoud le processus. Et là va arriver ce qui ne devait pas arriver, c'est que pour arrêter la vague d'attentats du Hamas, Shimon Peres sera assassiné par le Mossad, Yahya Ayash, l'artificier du commando Izzadim El-Qassem, qui est la branche qui gérait les attentats suicides du Hamas. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé. Alors que le Hamas observait une trêve qui avait été négociée, mais voilà, le Mossad a foutu... Le Mossad a quand même commis cet attentat, et puis là, ça va être la chute de Pérez et l'arrivée au pouvoir de Netanyahou. Déjà. Donc voilà, c'est un homme avec un bilan on ne peut plus contrasté. En tout cas, c'est un homme qui a beaucoup servi son pays. Cela, c'est un homme éminemment respectable. Ensuite, voilà, c'est un sujet qui empoisonne la vie internationale, qui empoisonne même jusqu'au mouvement patriotique français. Voilà,
c'est un chef d'État étranger, ça reste l'un des derniers grands chefs d'État du XXe siècle, comme un peu Norodom Sihanouk, bon, auquel je suis beaucoup plus rattaché pour des raisons personnelles. Mais c'est l'un des hommes, voilà, c'est l'un des hommes qui était en poste au moment du général de Gaulle, etc. C'est l'un des derniers. Quel qu'en soit le jugement, qu'on peut être très dur ou très amélioratif vis-à-vis de lui, voilà, c'est un homme. Ça a été l'un des grands hommes politiques du XXe siècle. Et comme le XXe siècle est un siècle de sang, il a été grand pour le pire et pour le meilleur. Voilà. L'autre disparition notable en France, la mort d'Yves Medal, un des derniers survivants du commando Kiefer. Les 177 du commando Kiefer. Les héros parmi les héros, les hommes qui ont mis le pied le 6 juin sur le sol de France pour vivre et mourir. C'est là, à un moment, j'ai corrigé un peu brutalement, parce qu'on me dit que je suis très brutal dans les rapports Facebook. J'ai corrigé un petit con, qui est venu m'emmerder, et qui me dit, machin, oui, mais c'est quand même pas grand-chose sur l'opération Overlord. En effet, vu que l'opération Overlord, si les Américains, et ça c'est Eisenhower qui le dit, hein, Eisenhower le disait, si les Américains n'ont pas été remis à la mer le soir même, c'est parce que la résistance française, elle avait fait le boulot. Ce que les unités de bombardement américains, en se gourant de plusieurs, parfois dizaines de kilomètres, en détruisant des objectifs civils au lieu de détruire des blocos, donc voilà, donc le gros des forces en France, c'était les Français. Ensuite, en plus, il y avait le commando Kiefer, mais deux, nous avions les unités du géant de Bir Hakeim, comment s'appelait-il, Koenig, l'unité Koenig qui était sous uniforme britannique, nous en avions sous uniforme américain, etc. etc. Donc les Français, d'ailleurs à la fin, là je vous renvoie à un ouvrage qui est pourtant très dur avec les Français, inutilement d'ailleurs et parfois même un petit peu malhonnête, sur un ouvrage qui lui-même est extraordinaire, qui est l'étude chez Perrin coordonnée par Laurent Henninger sur les mythes de la Seconde Guerre mondiale. Eh ben, les Français sont, en termes de force mobilisée, plus très loin des Britanniques en 1945. Plus très loin. En termes d'état des troupes et de nombre. Parce que, ce qu'on oublie. Donc on n'a pas démérité, c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier la mémoire des héros. Et en France, on ne l'honore pas assez, et particulièrement dans le milieu national français, qui est fait de petits professeurs cosinus, de gens qui ne sortiront jamais de leur triptyque institutionnel à eux, qui est le frigo, YouPorn et Facebook. Or, et dont toute la vie tourne autour du canapé et du service VOD pour le porno sur écran plat. Voilà. C'est le minimum que je pouvais leur dire avec, franchement, je vous emmerde. Franchement, entre nous soit-il. C'est un beau mot de la fin. Simplement, je crois que vous avez une ou deux initiatives à ajouter. Alors, premièrement, soutenez, là encore, la plume. Soutenez la plume à gratter, soutenez Marc Leroy. Parce que, voilà, je dis, je ne lâcherai pas tant qu'eux ne l'auront pas lâché. En plus, Marc, beaucoup de gens qui ont été attaqués et à développer, disons, il en est tombé malade. Donc là, il est souffrant, extrêmement souffrant. Et moi, je vous demande de l'aider, un courriel, un mail, un peu d'argent. Car là encore, si vous n'avez pas cette solidarité minimum, eh bien nous disparaîtrons. Après, il ne faudra pas se plaindre. Deuxième chose, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une nouvelle lettre d'information qui s'appelle Century News, je crois. On vous mettra les coordonnées sur le site en incrustation, enfin sur la vidéo en incrustation, et qui est vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas. Alors je sais que c'est un investissement, je le sais, mais n'hésitez pas à vous abonner à des lettres d'information. Il y en a quelques-unes qui sont très bonnes. Century News, c'est très bien. J'espère que je ne l'écorche pas, parce que je voulais en parler, mais j'ai un petit trou de mémoire, mais en tout cas, vous allez avoir le site là, qui est vraiment de très très bonnes informations. Vous avez également la lettre de Léo Sten, pour ceux qui aiment les relations internationales, et vous devez en avoir quelques autres, mais vous avez au moins ces deux-là.
Faites des abonnements collectifs, pas trop nombreux non plus, parce qu'il faut que, là encore, si vous ne cotisez pas à votre libération cognitive et à votre réinformation, alors nous disparaîtrons. Il n'y a pas de problème. Nous, on pourra faire autre chose. Mais après, il ne faudra pas chialer si vous en êtes à avoir les commentaires croisés de Christophe Barbier et d'Hanouna sur la réalité du monde. Voilà. Pierre-Yves Rougeron, merci pour cet entretien riche d'enseignements et on vous retrouve le mois prochain. Au mois prochain. Merci.